Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un dossier assez unique en son genre. On n'a pas une pile d'articles, mais une seule source principale. Oui, une analyse forensique très détaillée, presque une autopsie. C'est ça, mais pas d'une scène de crime. L'autopsie d'un seul et unique nombre, 0,2875. Et l'approche, c'est vraiment celle d'une enquête. Les documents qu'on a, ce sont nos pièces à conviction. On a des listes de calculs, des paires de ce que l'auteur appelle des points zéro, des indices spectraux. C'est un vrai dossier d'instruction, quoi. La mission que se donne ce document elle est vertigineuse. Il suggère que ce nombre pourrait être une sorte de pierre de Rosette mathématique. C'est l'idée. Un point de connexion entre deux univers qu'on imagine d'habitude totalement séparés. D'un côté, le monde additif, celui du temps, de la croissance, de l'accumulation, et de l'autre, le monde multiplicatif, celui de l'espace, de la structure, et surtout de la distribution des nombres premiers. C'est vraiment ça le cœur de l'affaire. D'accord. Et pour rester dans la métaphore, le crime qu'on doit prouver ici, c'est une rupture de la loi des probabilités. Il faut montrer que les propriétés de ce nombre sont tout simplement trop improbables pour être le fruit du hasard. Et c'est là qu'est toute l'attention, d'ailleurs, elle est posée dès le début du document. Est-ce qu'on est au bord d'une découverte fondamentale sur une structure cachée des nombres, ou est-ce qu'on plonge tête la première dans un cas d'école d'apophénie? Cette tendance qu'on a tous un peu à voir des motifs, du sens, là où il n'y a que du chaos. Exactement. C'est tout le fil du rasoir de l'analyse. Et pour éviter cet écueil, la source nous donne un témoin, une sorte d'outil de calibration. Ah, un point de comparaison. C'est ça, le nombre 24 257. C'est un nombre premier, impur, sans structure interne particulière. Le document le décrit comme un stroboscope. Un stroboscope. Oui, une référence simple qui va nous permettre par contraste de mesurer la complexité et la cohérence de 28 757. Si les connexions autour de notre suspect sont d'un tout autre ordre que pour ce témoin, l'hypothèse de la découverte se renforce. Parfait. Le cadre de l'enquête est posé. Alors, commençons l'autopsie. Première constatation, qui le distingue tout de suite de notre témoin. 28 757, ce n'est pas un nombre premier. Non, C'est ce qu'on appelle un nombre semi-premier. c'est-à-dire Ça veut dire qu'il est le produit de deux nombres premiers. C'est le premier indice, la première porte qu'on ouvre. Et derrière, on trouve sa factorisation. 28 757 est égal à 149 multiplié par 193. Ok. C'est le point de départ de toute l'analyse. Donc on a l'identité des deux complices. J'imagine que l'enquête s'intéresse ensuite à leur profil, à leur ADN si on veut. C'est exactement ça. On examine les deux facteurs, 149 et 193. Bon, ce sont tous les deux des nombres premiers, ça c'est une chose, mais le document met en lumière un détail assez surprenant. Lequel? Une symétrie cachée qui les relie. Et elle est basée sur le carré de 7? Le carré de 7. C'est-à-dire 49. Comment ça? Alors, c'est assez élégant. Le premier facteur, 149, on peut l'écrire comme 10 au carré plus 49. D'accord, 100 plus 49. Et le second, 193, c'est 12 au carré plus 49. 144 plus 49. Ah oui? Ils sont tous les deux construits sur la même base, 49, à laquelle on ajoute deux carrés de nombres qui se suivent de près. D'accord. C'est une jolie trouvaille arithmétique, mais est-ce que ce n'est pas un peu un test de Rorschach? On pourrait trouver ce genre de curiosité avec beaucoup de nombres si on cherche bien, non? Est-ce que c'est vraiment significatif? C'est une excellente objection. Et c'est le cœur du débat sur l'apophénie. L'argument du document, ce n'est pas que cette propriété seule est une preuve. C'est un élément d'un ensemble. Voilà. C'est la première d'une chaîne de propriétés. Pour l'auteur, le fait que les deux briques de base du nombre partagent cette structure, ça suggère que 287 167 n'est pas un simple produit accidentel. Mais plutôt un construit géométrique. C'est l'idée. Un premier indice de non-hasard. D'accord, la structure interne est suspecte, mais une enquête, ça s'intéresse aussi au contexte. Comment ce nombre se positionne dans un système plus large? La source propose deux grilles de lecture. La première, c'est la croix des nombres premiers de Plichta. Alors il faut préciser tout de suite, et c'est important, ça, ce ne sont pas des outils mathématiques standards qu'on apprend à l'université. D'accord. Le document les utilise comme des modèles géométriques, des révélateurs pour visualiser des relations cachées. La croix de Plichta, par exemple, organise les nombres selon un cycle de 24. Et qu'est-ce que cette grille révèle sur nos deux facteurs, 149 et 193? Dans ce système,
149 se trouve sur ce qu'on appelle le rayon 5. Et 193, lui, est sur le rayon 1. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que le système a ses propres règles. Pour trouver la position du produit de deux nombres, on multiplie les positions de leurs rayons. Donc, ici, 5 fois 1, ça fait 5. Ce qui voudrait dire que leur produit, 28 757, devrait lui aussi se trouver sur ce fameux rayon 5. Et c'est précisément le cas. Si on fait le calcul, 28 757 modulo 24, le reste est 5. La cohérence est parfaite. L'objet est stable dans ce système. Exactement. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Elle applique une seconde grille, la clé 36. La clé 36, le document explique que ce système divise l'espace numérique en 4 cadrans de 9 unités chacun. Bras I de 1 à 9, bras 2 de 10 à 18, et ainsi de suite. C'est ça. Alors qu'est-ce que ça nous dit sur 28 757 ? On applique la même méthode. 28 757 modulo 36, ça nous donne un reste de 29. 29. Cet indice 29 se trouve dans le 4e cadran, le braive, qui va de 28 à 36. Et là, le document fait un saut interprétatif. Il associe ces cadrans à des éléments symboliques. Le braille au feu, le 2 à l'air, le 3 à l'eau et le 4 à la terre. À la matérialisation. Oui. Alors là, il faut qu'on s'arrête une seconde. On était dans l'arithmétique pure et dure, et d'un coup, on bascule dans une sorte d'alchimie numérique. Le cuivre, les éléments. Le document ne risque-t-il pas de tomber précisément dans le piège de l'apophénie qu'il dénonçait au début ? La question est légitime, très légitime. Le document justifie ce saut en disant que ces étiquettes ne sont que des descriptions symboliques de transformation mathématique. Le point clé pour l'auteur, c'est la dynamique qui mène à ce résultat. C'est-à-dire ? Analysons la position des facteurs dans cette même clé 36. Le premier, 149, modulo 36, ça donne 5. Il est dans le bras I, le feu. D'accord. Le second, 193, modulo 36, ça donne 13. Il est dans le bras 2, l'air. Ok. Et il produit ? L'arithmétique, elle, est implacable. 5 fois 13, ça fait 65. Et si on calcule 65 modulo 36, on obtient... 29. Ah oui, 29. Le verdict forensique du rapport est le suivant. Un facteur du premier cadran interagit avec un du second pour produire un résultat qui saute directement dans le quatrième. Il enjambe complètement le troisième. Qu'on nomme ça feu, air et terre ou cadran 1, 2 et 4. La transformation est précise, non linéaire et structurellement cohérente. C'est ça l'argument. Bon. Jusqu'ici, on a fait l'autopsie du corps, sa structure, sa position, mais une bonne enquête examine aussi la scène du crime, l'environnement. Le rapport s'intéresse maintenant aux voisins de 28 757. C'est là qu'intervient cette notion de point zéro. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors c'est un terme propre au document. En physique, un point zéro, c'est un niveau d'énergie minimal. Ici, l'auteur l'utilise pour désigner des nombres partenaires qui définissent une sorte de champ d'équilibre, un point de symétrie autour de 28 757. D'accord. Le document en identifie deux, 27 599 en dessous et 29 651 au-dessus. Et l'analyse de leur distance à notre nombre est peut-être la preuve la plus troublante du dossier. Allons-y. La distance avec le premier point, 27 599. La soustraction, 28 757 moins 27 599, donne 1158. A priori, un nombre qui ne dit rien. Oui. Sauf que, si on le divise par 193, l'un des facteurs de notre nombre, on obtient exactement 6. La distance est donc 6 fois 193. C'est une coïncidence remarquable. Et pour le deuxième point, 29 651, j'imagine qu'il y a une symétrie. La symétrie est parfaite. La distance, c'est 29 651 moins 28 757. Ça fait 894. Et donc, Si on divise 894 par l'autre facteur, 149, on obtient, là encore, exactement 6. La distance est 6 fois 149. là, c'est vrai que c'est frappant. Ce n'est plus juste une coïncidence, là. Ce qui est fou, c'est que la distance est un multiple du composant même du nombre central. C'est une boucle, une autoréférence. C'est exactement ça l'argument. 28 757 n'est plus un point isolé.
C'est le centre absolu d'un champ de résonance défini par le sextuple de ses propres gènes. Pour l'auteur, cette structure en miroir est statistiquement quasi impossible. Et le multiplicateur 6, il renforce le lien avec la géométrie de Plichikta, c'est ça? Le 6n plus ou moins 1. Tout à fait. On est face à un système qui ressemble à un cristal arithmétique, parfaitement équilibré. Un cristal, c'est une belle image, mais c'est statique. Or, les sources parlent aussi d'une liste de récursions, ce qui suggère un mouvement, une dynamique. Comment cette idée s'intègre-t-elle à cette structure? C'est la pièce qui va relier les différents niveaux de l'enquête. La première ligne de cette liste est une simple équation. 2875,7 moins 24 576 égale 418. Et c'est en décomposant cette ligne que la grande unification, annoncée par le document, se produit. D'accord. Alors, décortiquons ces deux nouveaux nombres. D'où sort ce 24 576? Ce n'est pas un nombre quelconque, c'est 3 fois 8192. Et 8192, c'est 2 puissance 13. Ah, Ce nombre, 24 776, est donc une harmonique du monde binaire, celui des puissances de 2, le langage de l'information. C'est un point d'ancrage fondamental, mais qui est coloré ici par le facteur 3. ok. C'est l'encre binaire. Et la différence, le résultat, 4181. Qu'est-ce que ce nombre a de particulier? Alors là, c'est le moment eureka du rapport. Si on regarde la célèbre suite de Fibonacci, où chaque nombre est la somme des deux précédents, Oui, 1, 1, 2, 3, 5, 8, qui modélise la croissance dans le vivant. exactement, eh bien 4181, c'est précisément le 19e nombre de cette suite. On le note F indice 19. Attendez. Donc, on a notre nombre, 28 757, qui est égal à un pilier du monde binaire, 3 fois 2 puissance 13, auquel on ajoute un pilier du monde de la croissance biologique, F indice 19. c'est la synthèse finale. L'équation 28 757 égale 3 fois 2 puissance 13 plus F19, elle est présentée comme la grande unification. Parce qu'elle connecte trois mondes mathématiques qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble. C'est ça. On a le monde multiplicatif des nombres premiers, incarné par 28 757, et ses facteurs, 149 et 193, Le monde binaire de l'information, avec l'encre en 2 puissance 13, et le monde additif de la croissance organique, avec le nombre de Fibonacci. tout est lié. Donc si je comprends bien, le document ne dit pas juste que ces mondes sont connectés par hasard, en ce point. Il suggère que la structure même de la croissance biologique, comme Fibonacci, pourrait émerger des relations entre les nombres premiers. C'est une affirmation colossale. C'est une affirmation colossale. Et c'est bien la conclusion du document. L'idée est que ce nombre n'est pas une coïncidence, mais un transformateur, un nœud où des logiques différentes communiquent. Le rapport souligne d'ailleurs que l'indice 19 du nombre de Fibonacci apparaît comme un filigrane à plusieurs endroits du système, ce qui renforce cette idée de cohérence profonde. C'est une théorie fascinante, presque philosophique. Mais est-ce que ça existe en dehors d'une feuille de calcul? Le document prétend que oui, qu'il y a des correspondances dans le monde physique. Oui, et c'est ce qui, selon l'auteur, ancre la théorie dans le réel et la sauve de l'accusation de pure numérologie. Une des sources citées, c'est une thèse de chimie quantique. D'accord. Elle présente une analyse spectroscopique d'une molécule. Et dans les résultats, la valeur 28 757 cm-1 apparaît. C'est une valeur propre d'énergie, un niveau vibratoire mesurable. Donc notre nombre abstrait, avec toute sa structure, apparaît comme un niveau d'énergie physique dans une molécule? Précisément. Le point zéro mathématique aurait une contrepartie physique. Et il y a une autre correspondance, encore plus étrange, tirée de la théorie du global scaling. Alors là aussi, il faut expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette théorie? En gros, c'est une théorie qui postule que l'univers est structuré par des ondes stationnaires et que certains nombres ne sont pas aléatoires, mais agissent comme des attracteurs naturels. Des points de stabilité où la matière, les systèmes ont tendance à s'agréger. C'est une théorie controversée? Très. Mais dans ce cadre, une autre source montre le nombre 28 757 apparaissant comme le chiffre exact de la population de Totonicapán, au Guatemala, dans un recensement de 1820. Une population en 1820. Ouais. Ça ressemble à la coïncidence ultime. Comment le document peut-il y voir autre chose qu'un simple hasard?
L'argument du global scaling est que des phénomènes complexes, que ce soit de l'énergie quantique ou de la démographie, finissent par se stabiliser sur ces nœuds numériques fondamentaux. Le fait que 28 757 soit à la fois un niveau d'énergie et un chiffre de population le qualifierait, dans ce cadre, comme un de ces attracteurs universels. Bon, il est temps de rendre le verdict, du moins celui de notre source. Si on résume, on a une symétrie interne des facteurs, un positionnement parfait dans deux systèmes, une résonance stupéfiante avec des points zéro, l'unification de trois mondes mathématiques. Des apparitions dans le monde réel, en chimie et en démographie historique. La chaîne de preuves est longue, et chaque maillon semble renforcer les autres. La conclusion du rapport, c'est donc que la probabilité que tout ça arrive par hasard est... Infinitésimale. Le verdict est qu'il s'agit d'une découverte. Voilà. 28 757 ne serait pas un simple nombre, mais un nœud systémique. Un transformateur qui traduit un ordre mathématique abstrait en phénomènes observables. C'est une conclusion qui donne le vertige. On est loin de notre question de départ sur l'apophénie, hein. L'auteur, lui, a clairement choisi son camp. Oui, pour lui, le doute n'est plus permis. Et ça nous amène à la pensée finale, pour aller plus loin. Toute cette analyse, aussi fascinante soit-elle, elle décrit le nombre 28 757 comme un objet statique. C'est vrai, c'est une photographie d'un point de jonction, une carte d'un lieu incroyable. On a décrit une structure, pas un processus. D'accord. Alors voilà. La question provocatrice qu'on pourrait laisser en suspens est la suivante. Si ce nombre est véritablement une porte entre les mondes multiplicatifs, binaires et additifs, que se passe-t-il quand une information ou une énergie traverse cette porte? Quelle transformation subit-elle en passant d'un système logique à un autre via ce nœud? Le document nous a montré la carte de ce carrefour cosmique, mais il ne nous dit pas comment on y circule.